Sur le papier, ma femme japonaise et moi n'avions aucune chance. Moi, un Français qui a grandi à Marseille-la-Rebelle, et elle, une Japonaise née au cœur du Japon millénaire à Osaka. Et pourtant aujourd'hui, on file le parfait amour. Aujourd'hui, je vous révèle les 5 plus gros chocs culturels que ma femme japonaise a vécu en se mettant en couple avec un Français. Des différences si profondes que l'une d'entre elles, la 4e de cette liste, a bien failli mettre un terme à notre histoire. Et attention, ça va monter crescendo. C'est parti. Et on commence avec le choc numéro 1, le plus gros cliché des couples, la communication. Sauf que chez nous, c'est pas juste un cliché, c'est une vraie différence culturelle. Au début de notre relation, il y avait des jours où je sentais que ma femme était contrariée. Je lui posais la question classique, qu'est-ce qui ne va pas mon amour? Et elle me répondait avec le plus grand des calmes, rien, tout va bien, t'inquiète pas. Sauf que tout n'allait pas. Et moi, en bon français, bon marseillais que je suis, j'insistais, jusqu'à qu'elle me dise ce qui ne va pas. Et plus j'insistais, et plus elle se renfermait. Et j'ai mis des mois à comprendre qu'il y avait un vrai problème de communication, un vrai problème culturel. Elle attendait de moi que je lise l'air, comme on dit au Japon. Elle m'envoyait des signaux subtils, mais moi je passais bien sûr à côté, avec mes gros sabots. Je sais ce que vous allez me dire, hein. C'est pareil pour les couples français. Oui, je sais, merci. La différence, c'est que c'est encore plus poussé chez les Japonais, de ne pas exprimer directement ce qu'on ressent. Il y a par exemple le fameux tatemae, la politesse japonaise. Bon, on a réussi à bien entendu à surmonter ce premier choc, mais apprendre à se parler, c'était une chose, mais exprimer son affection en public, c'est autre chose. Et là, on arrive au deuxième choc. Les marques d'affection en public. En France, quand on est en couple, c'est très simple. On a tout un tas de preuves d'amour qui nous semblent normales. Se donner des petits noms, s'embrasser en public. Mais pour ma femme japonaise, c'est un énorme cap à franchir. Pas en privé, hein, en public. Par exemple, le premier jour où je l'ai appelée ma puce, elle m'a regardé et a froncé les sourcils et m'a demandé très sérieusement « Ma puce, tu m'appelles vraiment comme ça ?» J'ai cru qu'elle allait me démarrer. Parfois, je l'appelais mon chou, mon lapin. Bon, j'avoue, c'est un peu vieillot. Et à chaque fois, elle ne comprenait pas. C'est quand même des noms un peu bizarres lorsqu'on les prend sortis de son contexte. Ou autre exemple. Une fois, sans faire exprès, je fais un bisou en public dans un centre commercial japonais avec sa mère et sa sœur. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la dinguerie. Faut savoir qu'à l'époque, on était déjà mariés avec des enfants. Sa petite sœur nous a surpris et est devenue toute rouge et a crié « Koko wa Nippon desu !» Ce qui signifie littéralement « Ici, c'est le Japon !» Entre parenthèses, il ne faut pas faire ça ici. En France, si tu veux, pas au Japon. Au Japon, les signes d'affection en public, ça ne se fait pas du tout. Et le bisou, c'est le summum. Donc imaginez le choc pour ma femme inverse en France. Lorsque je l'ai embrassée en public, pour elle, elle était encore avec sa mentalité japonaise. Pour elle, ça ne se faisait pas du tout. Et la différence est toute faite avec le troisième choc qui va sûrement vous étonner. Cette différence entre l'espace public et l'espace privé se retrouve aussi avec nos amis. Troisième choc, les cercles sociaux. En France, c'est très simple. Lorsque tu te mets en couple et que c'est sérieux, c'est la présentation aux amis. Souvent autour d'un apéro, de manière super informelle. Et moi, bien sûr, j'ai fait ça très rapidement avec mes amis proches lorsque je me suis mis en couple avec mon épouse. Au bout de quelques semaines de relation, tout fier, je savais que c'était la femme de ma vie. J'invite ma femme à un apéro avec mes meilleurs amis. Pour moi, c'est un truc cool, sans pression, quelques bières, et c'est parti. Pour elle, c'était très stressant. Elle est arrivée super stressée, pensant que c'était une sorte de présentation officielle ultra importante. Alors bien sûr, si je la présentais, c'est que c'était sérieux, mais c'était pas un truc extraordinaire. Elle m'a avoué plus tard qu'au Japon, on ne mélange pas aussi vite. Pour présenter son partenaire à ses amis, c'est une étape très sérieuse, qui vient bien plus tard, presque au stade des fiançailles. Pour elle, au Japon, elle n'a jamais présenté ses copains à ses amis, par exemple. Il faut voir ça comme des cercles sociaux qui ne se mélangent jamais. Au Japon, il y a une frontière très claire entre le cercle intime, le couple, la famille, et le reste du monde, c'est-à-dire les amis et les collègues. On ne mélange pas du tout. En France, les frontières sont beaucoup plus floues et par exemple, un ami peut vite faire partie de la famille. Et moi, un bon Marseillais, vous savez que les amis, c'est le sang. Mais tous ces chocs culturels, ce n'est rien comparé au 4e choc qui a bien failli mettre un terme à notre jeune couple. On en arrive au 4e choc, le kokuhaku. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est le point qui, selon moi, va le plus vous étonner. C'est un concept 100% japonais qui n'a aucun équivalent en France. Et vous allez voir que ça a son importance. Mon épouse, à l'époque, on n'était pas encore ensemble, on se fréquentait depuis plusieurs semaines et on enchaînait les rencarts. Pour moi, c'était clair, nous n'étions pas des amis. Je n'étais pas dans la fameuse friendzone. Et un jour, après un énième rendez-vous romantique, je prends mon courage à deux mains et je décide de l'embrasser. Pour moi, après ça, le message était clair, on est ensemble. On finit cette magnifique journée et on rentre chacun chez soi. Et là, le lendemain, je reçois le pire des messages. Elle m'envoie directement: en France, les amis se font-ils des bisous? Là, je comprends que je suis en train de me faire remballer et je tombe de haut. Parce que je le rappelle, hein, tout se passait super bien entre nous. Il n'y avait aucun problème. Je lui explique que non, bien sûr, en France, les amis ne s'embrassent pas et que moi, je pensais que ce n'était pas mon ami et que nous étions en couple. Mais elle me répond que je ne lui ai jamais demandé d'être ma petite copine. Je n'ai jamais officialisé ça. Et c'est là que j'ai découvert ce fameux kokuhaku. C'est une déclaration. Au Japon, un couple n'existe pas tant qu'il n'y a pas eu de demande officielle en bonne et due forme. S'il te plaît, sors avec moi. S'il te plaît, veux-tu être avec moi? Tant que ces mots ne sont pas prononcés, vous n'êtes rien. Rien d'officiel en tout cas. Elle ne comprenait pas, donc je l'ai embrassée sans lui demander si elle voulait être ma copine. C'est comme si j'estimais que c'était mon épouse sans la demander en mariage. Pour moi, ce n'était pas nécessaire de l'exprimer officiellement et ce petit malentendu a bien failli mettre un terme à notre toute jeune relation. Franchement, vous vous imaginez dans ce genre de situation en France? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Heureusement, notre couple a survécu à ce choc et quelques années plus tard, on en arrive au dernier choc avec une autre demande officielle. La demande en mariage aux parents. Et cette fois-ci, le choc est de mon côté. Quand j'ai décidé de demander ma femme en mariage, pour moi c'était très simple. Je la demandais en mariage et ensuite on l'annonçait
annoncé joyeusement à nos familles respectives. Mais maintenant que vous commencez à connaître un peu les Japonais, vous savez que ce n'est pas aussi simple. Elle m'a expliqué très patiemment qu'une fois que je l'ai demandé à elle, ce n'est pas fini. Il fallait que je demande à ses parents, leur demander officiellement leur consentement. Vous commencez à connaître les Japonais, ils aiment bien les choses officielles. J'ai donc dû attendre d'aller au Japon. J'ai demandé à un ami japonais de me rédiger une demande officielle en japonais que j'ai apprise par cœur. Ne me la demandez pas, j'ai oublié. Puis j'ai dû créer une occasion d'être seul avec ses parents et là je leur ai demandé leur consentement, si je pouvais épouser leur fille. Puis au final ça s'est très bien passé et comme vous pouvez le voir, ses parents ont accepté. Cette demande officielle aux parents révèle un aspect très intéressant. En France, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Au Japon, c'est l'union de deux familles. Obtenir le consentement des parents, l'aisatsu, c'est une marque de respect quasi obligatoire. Ça montre que tu comprends que tu n'épouses pas juste une personne, mais que tu rejoins une nouvelle famille avec ses propres codes. D'ailleurs, lors des mariages japonais, en général, il y a une cérémonie juste avant la cérémonie officielle où les deux familles des deux époux se rencontrent. On en arrive à la conclusion, et ce qui est très paradoxal lorsque j'ai écrit cette vidéo avec mon épouse, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à faire une liste de ces chocs. Pas parce qu'il n'y en a pas eu, vous avez vu qu'il y en a eu quelques-uns et j'ai pas tout dit, mais parce qu'avec le temps, on a tellement appris l'un de l'autre que tout ça nous paraît très loin et qu'au quotidien, il n'y a aucun problème. On a fini par créer nos propres codes, notre propre culture, un mélange subtil de France et de Japon, de Marseille et d'Osaka. Et au quotidien, on a encore des petits chocs culturels par-ci par-là, mais c'est un vrai plaisir de les découvrir avec mon épouse. Et vous, je suis super curieux. Parmi tous ces chocs que notre couple a vécu, lequel vous semble le plus extraordinaire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.